Europe 1, 8h19. L'interview politique d'Europe 1. Nous recevons ce matin la ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Je n'ai rien oublié. Rien Rien oublié. Que répondez-vous au sénateur UMP qu'on a entendu dans le journal de 8h? L'UMP, je le rappelle, a saisi le Conseil constitutionnel au sujet de votre loi sur l'égalité homme-femme sur un point précis. Les femmes qui auront recours à un IVG n'auront plus désormais à invoquer une situation de détresse. C'est ce que prévoyait la loi Veil. Cette notion est supprimée. L'UMP ne l'accepte pas. Que répondez-vous à l'UMP ? L'UMP n'accepte donc pas la décision qui a été prise par le Parlement lui-même, puisque cette disparition de la condition de détresse pour pouvoir procéder à une IVG a fait l'objet d'une discussion animée, vous vous en souvenez, au Parlement, c'était il y a quelques mois, et que le Parlement a tranché très largement en sa faveur. Donc, l'UMP a tout à fait le droit de porter un recours devant le Conseil constitutionnel, mais je voudrais, si vous me permettez, vous expliquer en 2 mots le sens de cette disposition. La loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes a un objet, c'est de lever les obstacles qui s'opposent encore aujourd'hui à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. On sait qu'on est dans un pays dans lequel les femmes ont obtenu un certain nombre de droits, mais on voit bien que dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On a le droit à l'égalité professionnelle, mais il y a toujours 25% d'écart de rémunération. On a le droit à la parité, mais on ne retrouve pas les femmes dans les responsabilités, etc., etc. Et il s'agit donc, avec cette loi, de prendre un à un les freins et de les lever. S'agissant par exemple du droit à l'IVG, il existe depuis 40 ans, mais enfin, il avait encore un tarif trop important et donc c'était de nature à dissuader les femmes qui n'avaient pas les moyens. Alors on le rembourse à 100% par la sécurité sociale. On lève le frein financier. Un certain nombre de médecins qui considéraient que l'acte d'IVG n'était pas suffisamment rémunéré renonçaient à le pratiquer, ce qui fait qu'on trouvait de moins en moins de médecins. Alors on revalorise l'acte d'IVG. Et puis, cette condition de détresse était inscrite dans les textes, alors même qu'aujourd'hui, qui mieux que la femme elle-même peut décider, j'allais dire en son âme et conscience, qu'elle est dans une situation qui l'a conduit à vouloir interrompre sa grossesse. L'UMP saisit le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous irez jusqu'à comparer l'UMP au Tea Party ? C'est ce qu'a fait notamment Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes. En tout cas, l'UMP a donné à voir d'elle une image qui n'est pas forcément à son honneur pendant ce débat, en effet, parce que je vous rappelle qu'un certain nombre de députés UMP ont profité de ce débat pour déposer un amendement tendant à remettre en cause complètement le remboursement par la sécurité sociale de l'IVG. C'est-à-dire en réalité à interdire aux femmes qui n'ont pas les moyens de pouvoir recourir à une IVG. Donc je crois qu'il y a en effet au sein de cette formation politique des conservateurs qui peuvent faire penser pourquoi pas au Tea Party. Aussi conservateurs que les ultra-conservateurs américains ? Qui sont très conservateurs et qui sont prêts à remettre en cause les droits des femmes. On les retrouve d'ailleurs, ces conservateurs, par exemple en Espagne, où l'IVG d'ailleurs a été menacée il y a quelques mois tout simplement de disparaître. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de se dire à nouveau qu'il nous faut la plus grande vigilance et que les progressistes de tous les bords, car je crois qu'à droite on trouve aussi, à contrario des progressistes, de tous les bords doivent s'unir quand il s'agit de choses aussi fondamentales que le respect, les droits, la dignité des femmes, oui. L'actualité ce matin, Najat Vallaud-Belkacem, c'est encore et toujours Gaza, on en a parlé dans le journal de 8h. Une manifestation a encore dégénéré samedi, place de la République à Paris, manifestation interdite. Le NPA d'Olivier Besancenot a appelé à braver l'interdiction. Est-ce que vous réclamez des sanctions contre ce parti ? Moi, je déplore que le NPA n'ait émis aucune condamnation des débordements et des messages de haine qu'on a pu voir circuler dans les manifestations. Moi, je suis évidemment la première à réclamer un droit à manifester. J'ai pu me manifester moi-même dans le passé et j'espère pouvoir continuer à le faire. Mais il est des moments où l'interdiction s'impose parce que le risque de trouble à l'ordre public et de débordement est trop important. C'est la décision qu'a prise le gouvernement. Juste, je rappelle qu'il y a eu plus de 300 manifestations qui se sont tenues, 5 qui ont été interdites. Donc on voit bien que la règle, ce qui l'emporte, c'est quand même l'autorisation de la manifestation. L'interdiction est une exception. Quand on l'adopte, c'est qu'elle est vraiment indispensable. Et j'aimerais que toutes les formations politiques, en effet, aient cet esprit de responsabilité. Et donc, sanctions contre le NPA ou pas ? Est-ce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut publiquement s'élever contre cette position qui consiste à toujours fermer les yeux sur les débordements, oui. Vous parlez vous-même de débordements. Il y a eu des échauffourées, des drapeaux israéliens brûlés, des croix gammées taguées sur la statue de la République, une prière organisée en pleine rue.
Et pourtant, le ministre de l'Intérieur notamment s'est félicité de la manière dont les forces de l'ordre avaient travaillé. Est-ce que vous avez le sentiment que les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation complètement samedi ? Tout n'est jamais parfait, si vous voulez. Mais compte tenu des éléments qui étaient en jeu, en l'occurrence samedi, compte tenu de la tension actuelle, compte tenu de la situation encore aujourd'hui entre Israël et Gaza, on se rend bien compte que tout était réuni pour, encore une fois, être très dur à gérer, très compliqué à gérer. Et dans ces conditions, c'est vrai que les forces de l'ordre ont très bien fait leur travail et il faut les saluer. Maintenant, moi, j'espère que nous allons pouvoir, encore une fois, retrouver un esprit de responsabilité dans lequel ça n'est pas un mal en soi que de chercher à manifester pour défendre la population palestinienne. Moi, j'estime que ce qui se passe en ce moment à Gaza est insoutenable. Donc, je trouve cela même plutôt bien, plutôt rassurant que les Français, que l'opinion publique française puisse s'émouvoir de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Simplement, je pense que notre première responsabilité, nous, la France, c'est d'appeler à la paix, c'est d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et que ça n'est pas en attisant des tensions ici qu'on aidera ni les Gazaouis ni les Israéliens là-bas. Mais appeler à un cessez-le-feu, on voit bien que ça ne change rien et on a posé la question ce matin sur Europe 1. Où sont et que font les diplomates ? Et à quoi servent-ils aujourd'hui ? Non, je crois qu'on ne peut vraiment pas dire cela, en tout cas s'agissant de la France. Laurent Fabius réunissait encore samedi ses homologues à Paris pour définir une position commune qui est en train d'ailleurs de se matérialiser puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est exprimé hier soir. Mais avec quel résultat sur le terrain ? Avec une résolution qui a été adoptée pour appeler à un cessez-le-feu immédiat. Enfin, dans la diplomatie, avec quel résultat sur le terrain ? Un résultat que nous souhaitons le plus rapide possible, en effet, mais c'est malheureusement parfois les limites de la diplomatie, c'est que les diplomates, les chefs d'État prennent des décisions, mais c'est déjà important qu'ils se soient mis d'accord sur une décision comme celle-là. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est aux autorités israéliennes, palestiniennes, de prendre aussi leurs responsabilités sur le terrain, oui. Najat Vallaud-Belkacem, je le lisais, vous êtes également ministre de la Jeunesse et des Sports. Avez-vous plus d'informations ce matin sur la mort de ce petit garçon dans une colonie de l'Ariège ? C'était il y a 3 semaines. Est-ce que vous savez de quoi il est mort précisément ? Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, comme vous le savez. D'abord, c'est un drame et je veux à nouveau dire à la famille de ce petit garçon toute notre solidarité et très vite les autorités sur place ont fait en sorte que l'on puisse analyser à la fois les aliments, l'eau qui ont été servis, vérifier que toutes les normes d'hygiène et de sécurité avaient été respectées. Les premières enquêtes ont démontré que tout cela n'était pas en cause en réalité, en tout cas pas de façon certaine, donc il y a des enquêtes plus approfondies qui sont réalisées. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose aux familles qui écoutent et qui se demandent si c'est encore sécurisant d'envoyer ses enfants en colonie. C'est malheureusement des drames, mais il en advient chaque année, de moins en moins, ce qui prouve quand même que les normes de sécurité se sont améliorées. Mais les colonies restent un lieu extrêmement surveillé, beaucoup plus surveillé en réalité que le reste des endroits où les enfants vont en vacances. Les colonies, elles font l'objet d'agréments, elles font l'objet de contrôles réguliers qui portent aussi bien sur les normes donc, d'hygiène et de sécurité que sur le taux d'encadrement, la qualité des encadrants. La moitié des encadrants d'une colonie, par exemple, doit forcément avoir tel type de diplôme, BAFA, BAFD, etc. Sur le projet éducatif de la colonie. Et tous ces contrôles, enfin toutes ces vérifications, sont assorties de contrôles sur place, puisque chaque été, vous avez 10 000 contrôles qui sont réalisés dans ces établissements qui accueillent des mineurs. Et quand quelque chose de pas normal apparaît, eh bien le préfet peut procéder à la fermeture de l'établissement. Donc c'est quand même des endroits très sécurisés et ça reste des endroits où les enfants apprennent à rencontrer les autres, à s'ouvrir les horizons. Donc ça reste de formidables outils éducatifs. Une toute dernière question, Najat Vallaud-Belkacem, je change complètement de sujet. Que peut faire la ministre des Sports pour qu'un Français soit premier du Tour de France dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ? Écoutez, ce qu'on a obtenu cette année est pas mal déjà. C'est pas mal, mais on ne peut pas se contenter de ça, vous êtes d'accord ? Non, c'est sûr, mais je crois que en fait, le Tour de France, la France le gagne même quand c'est pas un Français qui est à la première place, parce que c'est quand même une merveilleuse occasion de montrer le savoir-faire français, les paysages français. Mais un Français en jaune, ce serait quand même mieux. Oui, c'est sûr. Allez-y, quoi. Merci à vous. Monsieur Perrault et Pinot, donc. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'être venue en direct dans le studio d'Europe 1. Merci à vous.